Je remercie la Société marocaine de rhumatologie pour cette invitation et tout particulièrement mon ami professeur Nihmen qui m'a invité. Je félicite à mon tour la Société marocaine de rhumatologie pour la réussite de ce congrès et aussi pour les thèmes qui ont été choisis dans cette optique. Donc, sans trop tarder, on va passer quelques actualités concernant les maladies auto-immunes. Et je commencerai par le lupus systémique, qui est une maladie très polymorphe, avec des présentations cliniques qui sont très variables. Et donc, les malades ne se ressemblent pas. C'est d'où l'intérêt d'avoir des critères de classification concernant cette pathologie. Et ceci pour pouvoir homogénéiser les études cliniques et aussi les essais thérapeutiques. Alors, comme vous savez, il y a eu une révision des critères de l'ACR en 97. Ces critères ont été très spécifiques, mais manquent de sensibilité du moment que on avait besoin de 4 critères de l'ARA sur 11 pour retenir le diagnostic du lupus systémique. Et cela a montré donc un manque de spécificité vu qu'on peut avoir un véritable lupus systémique, comme par exemple des patients qui ont une polyarthrite avec des anticorps antinucléaires positifs, des anti-DNA positifs. Donc c'est un véritable lupus sans que on puisse mettre ces patients dans la rubrique lupus systémique. Et pour pallier à ce manque de spécificité, il y a eu en 2012 la publication des critères SLIC par Michel Petri, et ces critères ont été très spécifiques. Regardez les spécificités. Je ne sais pas si ça apparaît. Je ne sais pas comment faire. La flèche. Voilà. Excusez-moi. Donc, regardez pour la spécificité, la sensibilité, 99% pour les critères de SLIC, avec une sensibilité qui est moins importante. Et donc, il faut qu'on ait des critères qui sont spécifiques et sensibles. Et c'est pour cette raison que le groupe d'experts d'études sur la maladie lupique ont proposé et validé un certain nombre de critères en utilisant une cohorte internationale très importante des patients suivis pour maladie lupique collectés sur plusieurs centres, dans plusieurs centres internationaux. Et ces critères ont été simplifiés et ajustés pour faire un mode d'entrée à la maladie représenté par des anticorps antinucléaires supérieurs à 1 sur 80. Ces critères, en fait, le taux des anticorps a été revu en baisse. Et ces critères exigent l'existence d'au moins un élément clinique. Et comme vous avez ici, comme vous voyez, donc vous avez la cotation des différentes atteintes avec les plus grosses cotations représentées par l'atteinte rénale glomérulaire proliférative, 10 pour l'atteinte pour les classes 3 et 4, 8 pour les stades 2 et 5, et puis vous avez les autres manifestations avec des cotations différentes. Et pour retenir le diagnostic, ou alors pour classer le malade dans le groupe lupus, il faut que le malade valide 10 points. Quand on étudie ces critères, on voit que ces critères sont très performants sur le plan de la classification, avec une sensibilité qui avoisine celle du SLIC 2012 et une spécificité qui est semblable à celle de l'ACR. Donc, c'est des critères qu'on peut utiliser dorénavant. C'est pas encore publié. C'est des critères qui ont été présentés lors du dernier congrès de l'ACR en décembre, et ça va venir par la suite. Donc on peut utiliser ces critères qui ont une sensibilité et une spécificité importante. Alors, deuxième chose concernant l'actualité du lupus, c'est l'établissement d'une stratégie treat to target dans le cadre du lupus systémique. Là aussi, vous avez les auteurs ou alors les experts ont établi 11 recommandations générale, et la recommandation clé est représentée par le but du traitement qui est la rémission clinique de la maladie, et en l'absence de rémission, on va viser le long
disease activité, c'est-à-dire activité minimale de la maladie, en utilisant des scores d'activité qui sont valides. Et pour ces scores, donc vous avez plusieurs paramètres. On va évaluer l'activité, les séquelles et aussi la qualité de vie des patients. L'activité, c'est par le biais du BILAG et du SLEDAI. Le score de damage ou alors les séquelles, c'est par le biais du SLIC et du SDI. Et la qualité de vie, c'est par le PGA. Alors, vous savez que le lupus systémique, c'est une maladie très, très hétérogène. L'évaluation est très difficile. C'est pour cette raison que ces scores-là sont imparfaits pour l'évaluation de l'activité et des séquelles de la maladie. Et c'est pour cette raison que de plus en plus dans les études, on utilise des critères composites qui utilisent des éléments du SLEDAI, des éléments du BILAG, et ceci pour pouvoir exploiter les forces et pallier aux faiblesses de ces critères-là. Tout ceci pour pouvoir définir la rémission de la maladie, et cette rémission est définie par l'absence d'activité de la maladie chez des patients qui ne sont pas sous corticothérapie ni sous traitement immunosuppresseur. Sur le plan pratique, c'est difficile d'avoir la rémission chez les patients lupiques, et c'est pour cette raison que, comme alternative, on va viser une activité minimale de la maladie avec un score de SLEDAI inférieur ou égal à 3 chez les patients qui sont uniquement sous antimalarique de synthèse, ou alors, comme alternative, un SLEDAI inférieur ou égal à 4, un PGA inférieur ou égal à 1, chez des patients qui ont une dose pas supérieure à 7,5 mg de prednisone et qui ont une prescription d'immunosuppresseurs bien tolérée. Ceci dit, bon, cette alternative dans le cadre des objectifs est très intéressante aussi, dans le fait que cette low disease activité va permettre la prévention, c'est-à-dire que les patients qui restent longtemps sous activité minimale de la maladie vont développer moins de séquelles que les patients qui n'atteignent pas le low disease activité. Donc c'est une bonne alternative à la rémission. Alors après, concernant le traitement, alors, comme vous le savez, l'hydroxychloroquine, c'est la pierre angulaire du traitement du lupus systémique. C'est comme l'exemple du méthotrexate pour la polyarthrite rhumatoïde. Et en plus des effets bénéfiques sur la peau et les articulations, on a maintenant des évidences concernant l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la prévention des rechutes, la réduction des séquelles, un effet hypolipémiant, antithrombotique, un effet synergique du mycophénolate mofétyle, prévention des crises convulsives et aussi l'amélioration de la survie. Alors c'est très intéressant cette amélioration de la survie, et regardez le gap qui existe entre la survie des malades qui sont observants à l'hydroxychloroquine, ici en bleu, et les patients contrôle qui ne sont pas observants. Donc, il faut conseiller aux patients de prendre l'hydroxychloroquine de façon régulière. Alors, ceci dit, bien sûr, il faut checker la toxicité, notamment la toxicité ophtalmologique chez ces patients-là. Et regardez, on a une toxicité ophtalmologique qui survient chez 10% des patients après 20 années d'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et cette toxicité, elle dépend aussi de la dose de l'hydroxychloroquine. Elle est presque nulle dans les 5 premières années après le début du traitement. Et donc, les recommandations actuelles disent que il ne faut pas dépasser 5 mg par kilo jour de poids corporel réel pour l'hydroxychloroquine. Nous, on utilisait des doses de 6 mg par kilo par jour. Et avant de prescrire de l'hydroxychloroquine, il faut bien sûr demander un champ visuel automatisé. On ne demande plus la vision des couleurs et ou un OCT chez ces patients-là. Alors, en absence de contre-indication, on ne va refaire ce bilan-là que dans 5 ans après. On a vu dans la diapo que dans les 5 premières années, on n'a pas de toxicité ophtalmologique. Donc, dans les 5 ans après, on va essayer de faire ce bilan tous les ans. Bien sûr, chez les patients qui n'ont pas de facteur de risque de toxicité rétinienne, comme par exemple les patients qui ont une insuffisance rénale, là il faut être beaucoup plus régulier dans la recherche de cette rétinopathie ou alors maculopathie à l'hydroxychloroquine. Alors un petit mot pour les corticoïdes, comme vous le savez,
dans le lupus systémique, vous avez des atteintes qui sont agressives, qui nécessitent des doses agressives de corticothérapie. Alors là, on diminue l'activité de la maladie de façon importante et on améliore les malades, mais la partie non visible de l'iceberg, c'est que on expose les patients à des dommages, à des séquelles très très importantes que vous connaissez. Et dans les études, on voit que ces séquelles sont liées à la dose de la corticothérapie et c'est aussi proportionnellement lié à la mortalité dans le lupus systémique. Et donc, il faut essayer de trouver rapidement la dose minimale efficace chez ces patients-là et pourquoi pas arrêter la corticothérapie lorsque c'est possible. Alors, de façon surprenante, l'utilisation des antimalariques de synthèse, c'est un facteur protecteur contre ce dommage et aussi contre la mortalité chez les patients qui ont un lupus systémique. Alors, pour les immunosuppresseurs qu'on utilise dans le lupus, il n'y a pas grand-chose. Vous avez l'Imurel, le cyclophosphamide et aussi le MMF, méthotrexate pour l'atteinte articulaire, qui ne répond pas au plaquenil. Alors, parmi les nouveautés, vous avez aussi le tacrolimus qui est commercialisé sous le nom de Prograf au Maroc. Il est donné aux patients qui ont une greffe rénale, c'est pour prévenir les rejets. Et dans cette méta-analyse concernant la rémission complète, lorsqu'on compare de façon indirecte le tacrolimus à le cyclophosphamide par voie intraveineuse, donc le tacrolimus fait mieux. L'association tacrolimus MMF fait mieux que le cyclophosphamide par voie intraveineuse. Par contre, lorsqu'on compare le tacrolimus au MMF, les résultats sont pareils. Donc c'est une bonne alternative aussi chez les malades qui ont une néphropathie réfractaire aux autres thérapeutiques. Alors qu'en est-il des biothérapies dans le lupus systémique? Là vous avez plusieurs cibles thérapeutiques dans le lupus. Donc vous avez essentiellement les donc le CD20 et le BLIS. Et pour cette raison, comme vous le savez, on a une seule biothérapie qui a l'AMM dans le traitement du lupus, c'est le belimumab anti-BLIS, avec 3 indications, donc le lupus séropositif, modérément actif, sans atteinte rénale. Ce médicament est utilisé à la dose de 10 mg par kilo par jour, J0, J14 et J28, et puis tous les mois. Et c'est la seule biothérapie qui a l'AMM actuellement dans le lupus systémique et c'est pas commercialisé encore au Maroc. Alors pour les actualités, ce traitement a toujours montré ses bénéfices dans la diminution de l'activité de la maladie par les différents scores, à savoir le SRI, le SLEDAI. Il a un effet bénéfique également dans l'épargne cortisonique et dans la prévention des rechutes et des séquelles. Mais c'est pas indiqué dans les atteintes graves du lupus. Alors, j'arrive au rituximab. Les premières études étaient négatives, aussi bien dans le cadre du lupus néphrologique ou alors dans les autres indications. Donc c'est des études ouvertes ou alors contrôlées, randomisées. Et c'est pas ce qui se passe dans la vraie réelle. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur les registres, par exemple, vous trouvez que c'est le rituximab est intéressant pour obtenir une rémission complète néphrologique, par exemple, dans les registres français et aussi les autres registres. Et on a la pression aussi dans la vraie vie que c'est un médicament qui est intéressant. C'est pour cette raison que dans les recommandations de l'ACR actuellement, on autorise ce traitement dans les formes réfractaires, aussi bien en ce qui concerne l'atteinte rénale, l'atteinte articulaire, les atteintes hématologiques. Là, vous avez le délai d'action qui est différent en fonction de l'organe visé. Donc les délais d'action les plus courts sont représentés par l'indication hématologique et il faut faire attention chez ces patients à l'hypogammaglobulinémie quand on fait des perfusions itératives. Elle est de 17% après la première perfusion, elle passe à 53% par la suite. Alors pour les autres biologiques, beaucoup d'études. Mais on n'a pas encore, en fait, il faut continuer à faire les études pour connaître en fait, de façon précise l'indication de ces biothérapies. L'anifrolumab, anti-interféron alpha,
a des résultats prometteurs et donc il y a des études en cours pour pouvoir placer exactement ce médicament dans l'arsenal thérapeutique du lupus systémique, et vous avez des résultats intéressants aussi avec la tacicep, avec l'ustekinumab et le baricitinib. Et voilà, donc pour ce qui est du lupus systémique. Alors on passe au syndrome de Gougerot. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, et je pense que dans un avenir proche, on aura un changement de la prise en charge de cette affection. Alors quelques nouveautés concernant tout d'abord la classification. La classification actuelle, elle est très simple d'utilisation et elle comprend 3 rubriques: les critères d'inclusion. Là, c'est pour faire le scoring en bleu, et puis les critères d'exclusion. Alors, rapidement pour les critères d'inclusion, vous avez les signes subjectifs du syndrome sec oculaire ou buccal. Il faut que le patient ait au moins un signe, et ou alors donc un domaine de l'ESDAI. Alors l'ESDAI, c'est essentiellement les manifestations extraglandulaires, qu'il s'agisse de manifestations cliniques ou biologiques. Pour le scoring, il faut une biopsie des glandes salivaires accessoires, des anti-SSA, pas d'anti-SSB, l'évaluation de la sécheresse ophtalmologique, et puis le flux salivaire. Bien entendu, on ne va pas faire tous ces examens-là. Et pour classer le patient dans le groupe Gougerot-Sjogren, il faut qu'il valide 4 critères ou plus, bien sûr, avec un critère d'entrée qui est critère d'inclusion. Critères d'exclusion, là aussi vous les connaissez, critères d'exclusion de 2002. Il y a eu 3 modifications concernant ces critères-là. Ajout du syndrome d'hyper-IgG4, vu les similitudes cliniques entre le syndrome d'IgG4 et le syndrome de Gougerot-Sjogren. Le lymphome ne fait plus partie des critères d'exclusion, et on a restreint l'hépatite C à une hépatite C active, c'est-à-dire avec une PCR positive. Alors ceci, c'était pour les critères de classification. Il y a du nouveau aussi en fonction de l'évaluation de la sécheresse ophtalmologique. Donc on ne va plus demander que le Schirmer, mais on pourra demander aussi le test de verre de coloration au verre de l'hysamine, qui explore la sécheresse conjonctivale, et la fluorocéine, qui explore la sécheresse au niveau de la cornée, avec des gradations que les ophtalmologues connaissent très très bien. Et il a été démontré dans les études que ces tests de coloration sont très corrélés à l'activité de la maladie, et également aux données de la BGSA et des données concernant les anti-SSA, anti-SSB. L'échographie des glandes salivaires n'a pas été incluse dans les critères de classification, malgré qu'elle est performante, avec les 2 signes cliniques les plus importants qui sont l'hétérogénéité des glandes salivaires et les bandes hypoéchogènes. Bien entendu, bien que c'est une technique qui est performante, mais elle va pas remplacer la biopsie des glandes salivaires, qui a non seulement un intérêt diagnostique, mais aussi pronostic. Et comme vous le voyez dans cette étude-là, le fait d'avoir un focus score supérieur ou égal à 3, c'est un facteur prédictif du lymphome. Donc il faut bien lire le compte-rendu de l'ANAPAT, parce que en fait, au-delà de Chisholm 4, ces patients-là, lorsqu'ils ont un focus score supérieur à 3, peuvent être des patients candidats au lymphome. Donc il faut les checker de façon très très régulière. Alors, toujours dans le cadre du lymphome, vous connaissez le risque, il est supérieur à celui de la population générale, et 5 à 10% des patients suivis pour Gougerot-Sjogren, ils vont faire au cours de leur vie un lymphome. Alors, plusieurs investigations sont disponibles chez les patients chez qui on évoque le lymphome, mais en fait, la plus performante actuellement, en fait, en plus de la biopsie, c'est le PET scanner. Alors on sait que la fixation glandulaire, elle est banale chez les patients qui ont des ganglions et une maladie active, mais 2 éléments sont très évocateurs du lymphome.
dans le cadre du syndrome de Gauchereau, c'est essentiellement une fixation parotidienne très importante et aussi l'existence de nodules pulmonaires, d'infiltration nodulaire pulmonaire au PET scanner. C'est corrélé donc à l'existence de lymphome. Alors, pas de modification, pas de nouveauté concernant le traitement du syndrome sec. Vous avez la pilocarpine pour la bouche, vous avez les collyres aux cyclosporines et aussi les larmes artificielles pour les yeux. Chez les malades qui ont une atteinte sévère, un syndrome sec sévère, les anti-TNF ont été décevants, aussi les anti-CD20. Et bon, les anti-CD20, bien sûr, on va les prescrire dans les atteintes hématologiques, la neuropathie avec cryoglobulinémie. Mais là, vous avez plusieurs études avec les biomolécules et les petites molécules qui sont en cours, et peut-être dans un avenir proche, on aura des résultats qui sont satisfaisants et ça va entrer dans l'amélioration de l'arsenal thérapeutique de ces patients qui ont un Gauchereau-Sjögren. Alors, la sclérodermie systémique, juste une petite étude. Le traitement est décevant. Et regardez l'évolution au cours du temps concernant l'atteinte dermatologique. Il n'y a pas de traitement ni pour l'atteinte dermatologique, ni pour les atteintes systémiques. Et là, c'est une étude intéressante qui évalue l'efficacité de la transplantation de cellules souches hématopoïétiques chez les patients qui ont une sclérodermie systémique sévère, avec une atteinte pulmonaire ou rénale, avec une durée d'évolution de moins de 5 ans. Et cette étude a comparé l'efficacité de la greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'endoxan de façon mensuelle. Et le critère de jugement principal est la survie. Et ce qui ressort dans cette étude, c'est que la survie des transplantés, elle est meilleure que celle des patients qui sont sous cyclophosphamide. Peut-être que dans un avenir proche, on proposera cette thérapeutique aux patients qui ont une sclérodermie systémique grave. Dermatomyosite, un petit mot. Alors, comme vous le savez, l'atteinte pulmonaire alourdit de façon considérable le pronostic. Regardez, il n'y a pas photo. Quand vous avez une atteinte pulmonaire interstitielle, la survie, elle est très courte par rapport aux patients qui ont une atteinte, en fait, une dermatomyosite sans atteinte pulmonaire. Même chose pour les anticorps anti-MDA5. Alors, regardez, anti-MDA5 positif, survie courte, anti-MDA5 négatif, survie prolongée. C'est d'autant plus que les patients ont une pneumopathie interstitielle diffuse. Donc, MDA5 plus pneumopathie interstitielle diffuse, c'est une catastrophe. Et c'est pour cette raison, en fait, c'est très fréquent chez les Japonais. C'est pour cette raison qu'on a cette étude qui évalue 2 protocoles thérapeutiques, un protocole combinaison de plusieurs traitements d'emblée, glucocorticoïdes, tacrolimus, cyclophosphamide en intraveineux, comparé à une thérapeutique par step, c'est-à-dire lorsque un traitement ne marche pas, on passe à un autre traitement. Et ce qui ressort dans cette étude aussi, c'est que la survie, elle est améliorée chez les patients chez qui on a d'emblée utiliser la combinaison d'immunosuppresseurs, bien sûr au prix d'effets secondaires infectieux, notamment la réactivation du CMV dans le groupe immunosuppresseur. Alors, ceci étant dit pour la dermatomyosite, je passerai aux vascularites systémiques et je prendrai l'exemple de 2 vascularites. Vous avez la maladie de Horton, l'artérite à cellules géantes, et la maladie de Behçet. Alors, pour l'artérite à cellules géantes, cette étude évalue la performance diagnostique du PET scanner sus-diaphragmatique en comparaison avec la biopsie des glandes salivaires accessoires. Et voilà, dans cette étude, on a pris tous les patients qui ont une suspicion d'artérite à cellules géantes et tous les patients ont bénéficié d'un PET scanner 72 heures avant, c'est-à-dire dans les 72 heures après l'initiation de la corticothérapie et avant de faire une biopsie temporale. Ce qui ressort dans cette étude, c'est que le PET scanner, il a une valeur prédictive négative concernant le diagnostic de l'artérite à cellules géantes. C'est-à-dire, c'est comme l'exemple de l'angioscanner avec l'embolie pulmonaire. Lorsque vous faites
un PET scanner chez les patients qui sont suspects de maladie de Horton. Lorsque c'est négatif, ces patients n'ont pas d'artérite à cellules géantes. Toujours dans le cadre de ces vascularites, une étude importante, target dans le cadre de l'uvéite de la maladie B7. Comme vous savez, l'uvéite de la maladie B7, c'est une uvéite qui peut entraîner une cécité. Et le but du traitement, c'est de prévenir cette cécité. Et actuellement, on a des médicaments très puissants pour ça. Vous avez l'adalimumab qui a l'AMM dans les uvéites non infectieuses et donc aussi pour la maladie de B7. Et là, vous avez une étude intéressante qui parle de l'optimisation du traitement par adalimumab chez les patients qui ont une uvéite réfractaire aux autres thérapeutiques. Alors, comment est le design de cette étude? Donc là, j'ai mis design et résultats. Alors, on va donner une dose de charge, comme on fait d'habitude chez les patients, 80 mg d'adalimumab, et ensuite, on va faire 40 mg toutes les 2 semaines et on va diviser ces patients en 2 groupes, 40 mg toutes les 2 semaines pendant longtemps et 40 mg toutes les 2 semaines pendant 1 an. Une fois qu'on a la rémission, on va espacer les prises d'adalimumab à 40 mg toutes les 3 semaines, toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, et puis pour pouvoir arrêter par la suite. Alors, les résultats étaient très très intéressants vu que la rémission oculaire de l'inflammation ophtalmologique était observée chez 86,6% des patients dans les 2 groupes. Elle était pareille, avec un gain sur le coût chez les patients qui étaient dans le groupe optimisation thérapeutique. Et donc là, c'est une façon qu'on peut faire chez nos patients, justement au niveau des CHU. Par exemple, on a les médicaments qui s'épuisent et donc on peut faire cela pour pouvoir laisser le traitement aux autres personnes. Aussi, une actualité concernant le traitement de la maladie de B7 est là pour l'aphthose réfractaire. Vous savez qu'il y a très peu de choses à proposer aux patients qui ont une aphthose réfractaire. On a le thalidomide, mais avec des effets secondaires qui sont très très importants. Et là, vous avez une étude de phase 3 qui étudie l'efficacité de l'apremilast, l'Otelza, chez des patients qui ont une maladie B7 avec une aphthose réfractaire à au moins une ligne thérapeutique par voie orale ou par voie locale. L'apremilast est donné à la dose de 30 mg 2 fois par jour. C'est pendant 12 semaines. Et puis après, les patients qui étaient sous placebo, on va les switcher sous apremilast. Et on va étudier le critère de jugement primaire qui est l'air sous la courbe concernant le nombre d'aftes et aussi concernant les récidives de ces aftes. Voilà ce qui ressort dans cette étude. Regardez, à 12 semaines, vous avez l'apremilast qui fait mieux que le placebo, avec une réduction très importante du nombre d'aftes. Et quand on switch les malades qui étaient sous placebo, sous apremilast, on a les 2 courbes qui se rejoignent. Donc, ça peut être une alternative thérapeutique intéressante chez les malades qui ont une aphthose réfractaire. Alors, ça coûte dans les 3 000 dirhams la boîte de 27 et dans les 5 000 dirhams le traitement de 2 mois. Mais je ne pense pas que c'est commercialisé ici. Alors, je terminerai, donc il me reste 2 diapositives. C'est concernant les nouvelles maladies auto-immunes. Alors, actuellement, on voit beaucoup d'articles qui sortent concernant une émergence d'une nouvelle entité de maladies auto-immunes. C'est des maladies auto-immunes qui sont induites par les inhibiteurs de checkpoint. C'est des traitements. C'est une immunothérapie pour le cancer, c'est des anticorps monoclonaux qui sont dirigés contre les récepteurs de surface CTL4 et le PD-1 du lymphocyte T. Et actuellement, on a plus de 100 publications qui rapportent beaucoup de maladies de système, arthrite rhumatoïde, PPR, lupus systémique, myosite, syndrome de Gouge-Rosjogren. On ne connaît pas exactement la physiopathologie de ces maladies. Alors, les auteurs traitent par corticothérapie lorsque les formes sont mineures. Certains traitent par des anti-TNF, même si c'est des cancers, par des anti-IL6. Et je pense, c'est ma dernière diapositive, que dans un avenir proche, aussi bien les internistes que les rhumatologues auront à prendre en charge ce genre de situation et donc il faut qu'on soit préparé. Je vous remercie.